Salut à tous les amis et bienvenue pour un nouveau podcast du Club Paname, votre dose hebdomadaire d'analyse de qualité sur le Paris Saint-Germain. Pour cette 34e édition, je suis avec mes membres fondateurs adorés, Basto et Drayas. Basto, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis Drayas, l'option. Drayas, comment ça va? Tu étais au stade hier, Drayas. Ouais, comme on peut peut-être en entendre, j'ai une voix un petit peu éreintée, mais J'étais avec lui. C'était Moi, j'y bien? étais pas. ouais, mais lui il chante pas, donc c'est pour ça il a sa voix normale en fait. Non, Basto, il est trop concentré. Il a peur des événements. J'ai la voix grave du mec qui a chanté. Ah, comme il fait mal ça. Mes amis, au programme ce soir, analyse de la finale d'hier soir, nous opposons au club de 3e division appelé Les Herbiers en finale de Coupe de France. On va aussi faire le bilan de notre entraîneur Unai Emery qui a annoncé qu'il partirait en fin de saison comme son contrat l'indiquait. Et on reviendra rapidement sur l'affaire Meunier en fin d'émission. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la finale de Coupe de France. On va analyser ça. Le PSG s'impose donc au Stade de France 2-0 hier soir pour la finale de Coupe de France. Bulle de Lo Celso à la 26e minute et de Cavani à la 74e sur penalty. Mbappé avait marqué mais son but a été refusé par la VAR. Ça a encore fait parler. Le PSG remporte donc ce trophée et c'est la 4e année de suite pour une Coupe de France qui n'a jamais arrivé dans l'histoire de la compétition. On va analyser ça tout de suite, mes amis. Basto, quel a été pour toi les points forts du PSG hier soir? Point fort ou ce que j'ai aimé, déjà, cette coupe, la huitième sur les 9 dernières coupes nationales. Et ça peut paraître facile, mais dans n'importe quel pays, que ce soit en Norvège ou Rosenborg, par exemple, cartonne tout, c'est compliqué de gagner 8 trophées sur 9 parce qu'il suffit de perdre un match à élimination directe et t'es quick. Nous, on le fait en championnat de temps en temps, mais voilà, on est sérieux. On est sérieux, donc hier, on a été plutôt impliqués, même si on n'a pas forcément brillé. Nos joueurs étaient dedans, au moins dans les duels, même si j'aime pas trop dire, mettre l'accent dessus quand on dit que c'est les duels qui ont été le point fort. Généralement, ça veut dire qu'on n'a pas fait un gros match. Donc après j'ai aimé la fête, c'était la fête pour les Herbiers de l'entame jusqu'à la fin. Pour eux, le tour d'honneur, la haie d'honneur du PSG, le capitaine qui peut soulever la coupe avec Silva. Enfin, pour eux, ça restera un moment inoubliable pour eux. C'est sûr que c'est toujours des images sympas qui nous ramènent un peu à la réalité aussi de ce que peut être le monde du foot. Puis j'ai aussi été un peu ému dans le sens où c'est le dernier trophée pour Mota. Il y a peut-être d'autres historiques comme Pastore, donc c'était peut-être la dernière fois que je le voyais au stade. Et ça fait mal au cœur. Et j'ai bien aimé la communion avec du public avec Cavani à la fin. Cavani qui a laissé éclater sa joie comme s'il venait de se qualifier en finale de Ligue des Champions. Puis il a enflammé le public. Nous on était en virage, on l'a vu. Il a commencé à se mettre torse nu, à être celui qui montrait le plus de joie et de fierté d'appartenir à ce club. Et c'est vrai que le virage lui a bien rendu en chantant à sa gloire J'ai bien tourné son maillot. ouais, pendant une bonne demi-heure. Je pense que le virage a chanté la chanson. Hey, Dinson Cavani. Oh, oh, oh. Bon, bref, vous la connaissez tous. Donc voilà. Cavani qui a d'ailleurs joué avec le drapeau du Cup devant les supporters. Belle image. Drayas, quels ont été pour toi les points forts du PSG hier soir? Bah, comme Basto, j'ai aimé la victoire et la joie d'une manière générale. Mais avant de parler de nous, moi je veux féliciter l'équipe des Herbiers. Puis Les magos. des magos, toi tu as fait plein de prétentions avant, donc laisse-moi le faire un petit peu sérieusement pour qu'on nous prenne pas trop pour des parigots arrogants, quoi. Mais voilà, c'est leur parcours, leur performance. La marche était trop haute, mais ils n'ont pas seulement été généreux, ils ont été bons. Euh, à titre d'exemple, je note une chose, moi, c'est ils ont bien plus souvent tenté de sortir proprement la balle que de la dégager seulement. Ils n'y arrivaient pas toujours, souvent ça s'arrêtait à la deuxième, troisième passe, mais au moins ils ont essayé, c'était une attitude positive, c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir faire des équipes de Ligue 1. Sinon j'ai aimé à quel point le bloc a joué haut. Alors ça s'explique aussi par la fébrilité en face, la faiblesse de l'adversaire, la liberté qu'a eu Mota pour orienter à sa guise. Et comme le disait Basto, moi j'ai envie de mettre en avant aussi l'attitude des joueurs parce que on a vu sur les derniers matchs que la fin de la saison était longue, que les joueurs n'avaient pas forcément l'envie nécessaire. Et hier au moins ils l'ont mise. Et j'ai aimé aussi l'alternance face à un bloc bas, de savoir à la fois accélérer ou ralentir le jeu. Il y a eu une vraie alternance qui a été pratiquée tout au long du match et elle était positive. Merci à vous, messieurs. Je vois que vous avez aimé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimé, Drayas? Ben, le truc, en fait, c'est que l'écart entre les deux équipes était tellement grand que c'est assez délicat de dégager des points faibles à proprement parler.
Le milieu, qui est notre souci récurrent, avait pas vraiment été quasiment jamais pressé. Les Herbiers ont vraiment eu une occasion dans les 2 premières minutes et ensuite de ça, c'était presque terminé. Et c'est difficile, de vraiment ressortir quelque chose de négatif dans l'organisation de l'équipe. L'adversité était trop faible. Le seul point faible que je pourrais citer, c'est les ailes. J'ai trouvé trop de faiblesse défensive du côté d'Alves et trop de nervosité du côté de Berchiche. Merci à toi. T'as pas cité la finition de nos attaquants en point faible. Je suis là, je suis là. En fait, la finition a pas tellement. Enfin, la finition, c'est surtout Gio qui a touché les montants. Kylian les a touchés une fois. La finition n'a pas été mauvaise parce que moi, je pars toujours du principe que Couteau, c'est une bonne finition. D'accord, d'accord. Basto, toi, Ouais, moi, qu'est-ce qui ne t'a pas plu? comme je te dis, j'avais aimé beaucoup de choses, mais plus dans le folklore du match, parce que dans le match, j'ai trouvé que notre jeu avec ballon était plus que basique. C'était un peu on écarte sur les ailes, on déborde, on centre, ou alors on allonge devant Cavani et Mbappé qui prenaient la profondeur. Il y avait très peu de jeux de position. Après, c'est sûr que c'est compliqué face à ces équipes regroupées, mais c'était quand même assez faiblard. Et en seconde mi-temps, on a eu tendance, certaines individualités, à tomber dans la facilité avec des gestes superflus qui n'étaient pas forcément dans le sens du jeu. Je pense à cette retournée du riz, à ce coup du foulard de Di Maria ou à des dribbles de Mbappé qui étaient complètement inutiles. J'ai pas aimé l'inefficacité. Oui, effectivement, il y a 3 poteaux et en plus, les 3 poteaux, c'est plutôt des frappes 4. Mais il y en a trop où les frappes sont plutôt bien enroulées. Et bientôt, après, il y a quand même une tête de Di Maria à 3 mètres au-dessus. Il y a un contrôle raté. Il y a un face-à-face de Cavani plutôt raté. Donc, on rate quand même 4-5 buts faciles au-delà des 4 poteaux. Il y a Rabiot aussi. Rabiot aussi. Donc oui, donc j'ai pas aimé l'inefficacité. C'est vrai que ce match, on doit le gagner 4-5-0. Il n'y aura rien à dire. J'ai pas aimé l'arbitrage qui, pour moi, n'a pas respecté les herbiers. Il y a eu une tendance peut-être inconsciente, mais elle était au moins là de vouloir dire c'est le petit, donc on va l'avantager, c'est la belle histoire. Par exemple, il siffle pas le penalty sur Rabiot, qui est évident. Après vidéo, alors qu'il y a peut-être une faute sur Marquinhos. Après le règlement, je ne connais pas totalement là-dessus, mais bref, l'arbitre qui avait plutôt vouloir tendance à avantager le petit pour la belle histoire, mais pour moi, c'est un manque de respect puisque tu dois arbitrer les herbiers comme une équipe normale. Et l'arbitrage vidéo, encore une fois, c'est vrai que devant la télé, ça crée déjà un sentiment de malaise, mais du stade, ça décuple encore le fait. C'est très, très, très étrange à vivre. Et enfin, j'ai pas aimé la blessure d'Alves, puisque là, on apprend qu'il a une entorse, qu'il en a au moins pour 3 semaines et qu'il sera peut-être opéré derrière, donc ça peut lui faire rater son dernier mondial et ce serait assez triste. Est-ce que je peux réagir, Jimmy? Vas-y. Déjà, j'avais oublié de parler de la vidéo et par rapport à ce qu'a dit Basto, j'aimerais ajouter une chose, c'est que on se rend compte de quelque chose quand on est au stade de manière encore plus poignante quand la vidéo est appliquée. C'est les joueurs. Ils sont sur le terrain, ils sont en attente. Enfin, véritablement, ça leur coupe les jambes. Après, je trouve que Basto est un tout petit peu dur quand il parle de l'animation offensive. J'ai noté comme lui pas mal de défaillances individuelles, puisque des défaillances collectives. Et quand on a une équipe qui est aussi regroupée comme l'étaient les Herbiers, pas par intention, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que ça allait trop vite en face, et ben, je trouve qu'on a plutôt collectivement, pas individuellement, hein, mais collectivement plutôt bien manipulé et plutôt bien géré la gestion du rythme en sachant accélérer. Et j'ai pas trouvé que justement la seule réponse était de passer par les ailes parce qu'on a eu énormément de frappes de loin. On est effectivement passé par les ailes pour des corners. On a déployé tout un tas de stratégies avec plus ou moins de succès. Mais j'ai trouvé que la variation justement était intéressante sur ce match et je te trouve un tout petit peu dur dans ta critique. Il y a eu de la variation, mais c'était des circuits de jeu basiques. Il n'y a pas vraiment eu de jeu en triangle, de jeu dans les petits espaces. Bien sûr, mais des longs ballons. Ah oui, on a changé de rythme. Ouais, il était changement de rythme. Mais comment est-ce que tu veux jouer vraiment dans les petits espaces de cette manière-là quand tu as tes deux. Quand tu as tes deux. Faire l'Espagne face à la grande Espagne face à des équipes regroupées européennes en qualif. Oui, sauf que la grande Espagne dont tu parles, ils n'étaient pas dans des situations où quand même pendant plus de 30 minutes, tu as Marquinhos et Thiago Silva qui sont dans des positions de 8 sur un terrain. Quand ils jouent Gibraltar ou voilà. Mes amis, merci à vous. Encore une fois, je vous trouve assez sympa par rapport à la finition parce que moi j'ai trouvé ça limite insupportable. Quand tu vois des équipes comme le Real qui tirent 2 fois et qui mettent 2 buts, nous hier on a dû tirer je sais pas 20, 25 fois. Tu vois que ça fait que 2 buts, qu'on se met en danger à chaque fois. C'est un problème qui est assez récurrent et pas que depuis cette année. Donc moi j'aimerais que ça soit corrigé. Je sais pas comment tu peux bosser ça à l'entraînement. Mais c'est vrai que même Mbappé, qui était beaucoup plus clinique l'année dernière, cette année, je trouve qu'il a régressé sur ce point-là. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus.
Ouais, Ouais, mais tout à fait. Mbappé, il jouait les droits l'année dernière, il jouait dans l'axe, il l'a dit lui. Ça change complètement de choses et c'est beaucoup plus compliqué. T'as beaucoup moins de lucidité en partant de l'aile droite. Et il n'y a pas que ça, il ne faut pas oublier non plus que Mbappé est un tout jeune joueur qui débarque dans un énorme club, qui doit gérer un changement de statut qui est assez monstrueux. Il le fait avec énormément de maturité, mais c'est pas simple. Et si on prend tous ces paramètres en compte, il a quand même marqué pas mal de buts pour une première saison avec ses attentes. Et après, je te trouve un petit peu dur parce que je crois qu'on a éclaté tous les records en termes de buts marqués sur la saison. Donc oui, il y a quelques matchs où on a fait montre d'une inefficacité, mais souvenez-vous de cette première partie de saison où, par contre, dès qu'on tentait un tir, quasiment on faisait but, on alignait les 5-0, les 6-0, les 7-0, les C'est parce qu'il y 4-1. avait Neymar. Ah, pas seulement, non. Pas seulement. Seulement. Merci à vous pour l'analyse, mes amis. On va passer au top et au flop du match. On va commencer tout de suite par les tops. 3 tops chacun pour ce match du côté du PSG. Mes amis, Basto. Lo Celso, évidemment, je pense que tout le monde l'aurait mis. Déjà, il a persévéré pour marquer, puisque ses deux premières frappes, des belles frappes de mi-distance enveloppées touchent le poteau, et la troisième est la bonne. Donc il a pas hésité à retenter sa chance après ces deux, c'est même pas des ratés, ces deux qui auraient pu être 3 cm près. Et au-delà de ça, il a accéléré le jeu. Il a porté moins la balle que d'habitude. Il a essayé de jouer en petites touches. C'est un de ceux qui a le plus vraiment accéléré le jeu dans l'axe avec des petites talonnades, des petits décalages de l'externe. Non, il a été vraiment très bon. Et défensivement, il a fait le job. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il l'a fait. Il était plutôt bien placé. Ensuite, en deuxième top, j'ai mis Mota. Quand il n'est pas trop pressé et que l'équipe gère le rythme du match comme c'est le cas hier, il montre toute sa classe. Il régale sur ses sorties de balles. Que ce soit pour conduire le début des actions ou pour des ouvertures que je nommerais de régalade, comme celle sur Mbappé sur le deuxième poteau. Quand Mbappé trouve le poteau, c'est une ouverture précise de Mota. Puis j'avais envie de lui rendre hommage aussi, c'était sa dernière finale en pro, donc merci à lui parce qu'il nous aura quand même beaucoup apporté, ça aurait été un joueur essentiel dans nos premières années. Un troisième top, c'est un petit top, c'est Cavani, il rate, mais il retente, il re-rate, mais il re-retente, et puis à l'arrivée il marque un but, et puis c'est surtout pour ce qui se passe en dehors de son match, derrière comment il va fêter la victoire, comme si c'était sa première victoire en pro, et puis comment il vient communier avec le public, c'est clairement devenu le chouchou du club incontesté. Merci à toi, Basto. Drayas, est-ce que tu as les mêmes tops que ton ami? Pour JO, c'est impossible de ne pas le citer, surtout que après moi, quand je suis au stade, j'ai peut-être parfois plus tendance à regarder les supporters et essayer de vivre l'ambiance que de regarder à proprement parler le match. Et en regardant par un coup, je me disais, mais JO, il est pas si bon. Et quand j'ai revu le match, je me suis rendu compte qu'il était juste monstrueux sur ce match. Il a été un 8 parfait. Alors, faut vraiment prendre en compte qu'il n'est pas pressé. Mais voilà, hier, il était monstrueux. Et sinon, j'ai deux top flops. Alors, comme Basto, j'ai pris Mota, parce que Basto, tu n'as pas nommé celle qui fait pour Di Maria vers la 20e, qui est une passe qui traverse tout le terrain, en fait, tout le terrain. Et il y a juste un pied d'un défenseur des Herbiers qui arrive à Di Maria. Sinon, c'était un but. Enfin, ce Mota-là, il est juste extraordinaire. Et tu as l'impression que même s'il avait 45 ans, il serait capable de jouer comme ça. Et donc, ça, c'est pour la partie top pour Mota. Et comme dit Basto, bien sûr, immense carrière d'un joueur qui a fini avec un niveau excellent lors de ses 2 premières années au moins chez nous, voire même ses 3 premières années. Après, on s'est installé dans un... Mais c'est vraiment un autre débat. Et Kylian, que je mets aussi en top flop, donc pour la partie top, qu'est-ce qu'il a fait plaisir au début du match, qu'est-ce qu'il provoquait sur son aile, qui est tout le temps disponible, tout le temps prêt à essayer de déséquilibrer l'adversaire. Un délice et un poison pour l'adversaire. Merci à toi, Drayas. On passe maintenant au flop. Drayas, du coup, tes top flops, c'est la partie flop maintenant. Vas-y. Ouais. Alors, j'ai un flop à lui tout seul, donc qui n'est pas dans les top flops. Je ferai les deux top flops après. C'est Di Maria. Di Maria que j'ai trouvé cohérent les 30 premières minutes, sans forcément être exceptionnel, mais qui après, mis à part quelques rares coups d'éclat, a eu un ratio de raté qui a dépassé l'entendement. Notamment, enfin, des fois, on pourrait presque avoir tendance à se dire, ah oui, mais là, il pouvait que centrer, et le vis-à-vis est là, oui, mais peut-être que 2 secondes avant, il peut prendre une autre décision, et le problème, c'est qu'il prend jamais la bonne décision 2 secondes avant quand il est mal luné, et il était mal luné à partir de la 30e. Et ensuite, je vais reparler de Mota. C'est Mota, dès qu'il devait faire des courses défensives hier soir, tu sentais le poids de 2 charrues avec je ne sais pas combien de rochers dessus. Il était en galère dès qu'il devait faire une course.
Tu le sentais même, quand j'ai revu le match à la télé, tu avais des fois le visage littéralement rougissant parce qu'il avait fait une course. C'est vraiment dur, quoi. On sent vraiment que c'est la fin. Et Kylian, parce qu'il s'est mis à se la jouer perso, à essayer de surjouer, à trop en faire, à essayer de. Enfin, il a essayé de faire le Olivier Tom, quoi. Il a essayé d'être le super joueur de la finale. Et là où au début c'était de la spontanéité, c'est devenu surjoué et c'est devenu nettement moins intéressant, notamment en fin de première mi-temps et surtout en deuxième mi-temps à partir de la 15-20e. Merci à toi, Drayas. Basto, est-ce que tu as les mêmes flops que Drayas? Non, mais j'ai une petite remarque sur Mbappé, c'est que, comme tu le dis, à partir de la 15-20e en seconde mi-temps, c'est juste après son but refusé qu'il a bien fêté. Et j'ai l'impression que ça lui a coupé les jambes, ce but refusé. Et derrière, il a été frustré, il a trop en faire pour du coup marquer ce but qui lui a été invalidé. C'est l'impression que j'ai eu vu du stade. Moi en flop, ce sera un top flop aussi. J'avais mis Cavani en top, mais je suis obligé de le mettre en flop parce que dans le jeu, ça a été terrible. Toute la première mi-temps, il est quasiment absent dans la construction du jeu et quand il a le ballon, c'est plutôt raté. Ses déviations étaient imprécises. Et en seconde mi-temps, il manque de précision, il rate un ou deux face à face. C'était plutôt un petit Cavani dans le jeu, mais bon, voilà, ça reste Cavani. J'étais obligé de le mettre en top, contrebalancer. Ce mec exceptionnel. Mon deuxième flop, ce sera Yuri, qui commence par un jaune grossier sur un tac qui est absolument pas maîtrisé et qui, si derrière défensivement a plutôt tenu son rôle sans non plus briller, il a eu un déchet énorme avec ballon, quoi que ce soit des contrôles approximatifs, peu de différence devant avec des centres plutôt ratés, alors qu'il jouait quasiment comme un second ailier vu la position du bloc parisien. Il y en a un pour Cavani, le deuxième je me souviens plus. Et mon troisième flop, mon gros flop, ce sera Di Maria. Et là, je sens Andreas frémir qui va vouloir défendre Di Maria. Pour moi, il a tout fait, Di Maria hier. Coup du foulard foireux, frappe au-dessus, tête loupée à 3 mètres, contrôle foiré, seul devant le but, absence de combinaison avec Yuri, choix perso avec 90% de déchets. Il nous a fait la totale régalade. Alors oui, il a fait quelque chose bien dans les 20 premières minutes. Oui, il fait une ouverture qui est magnifique, celle-là, il faut le dire, sur le penalty obtenu par Cavani. Cette passe est absolument délicieuse. Mais ce joueur me sort par la tête. Perso, je ne peux plus le voir avec notre maillot. Je vais finir en camisole dans un asile. Il a rejoint mes top énervements avec Lucas Matuidi-Aurier. C'est devenu invivable pour moi de le voir sous notre maillot. Et pour te faire plaisir, Jimmy, je vais faire une petite comparaison avec les femmes. Ah. C'est comme quand tu es depuis longtemps avec une fille, puis il n'y a plus que les défauts qui ressortent et qui t'exaspèrent et tu vois plus les qualités. Et moi, c'est pareil avec Di Maria. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas? Dreyas, quelque chose à dire là-dessus? Sur ça, moi, c'est un peu pareil avec Basto, mais c'est autre chose. Non pas que je dis que Basto est une femme, hein, bien sûr. Non, mais sur Di Maria, à la fois Basto a parfaitement raison et il a tort dans l'extrémité à laquelle il va, dans le sens où le Di Maria des 30 premières minutes, même si peut-être ses meilleures actions sont après les 30 premières minutes, est un joueur utile par sa force de proposition, par sa capacité de combinaison, parce qu'ici il combine dans ses bons moments. Et si hier il était agaçant et que ce qui ressort du match c'est le côté agaçant du joueur, ça reste un joueur, je ne souhaite pas forcément à ce qu'il prolonge, je ne souhaite pas forcément à ce qu'il continue de porter le maillot, je pense qu'il peut avoir des joueurs qui seront un peu moins agaçants, mais je trouve d'une manière générale le jugement de ceux qui sont, on va dire, anti-Di Maria, un chouïa trop dur, avec un joueur qui, quand il est bon, peut quand même pas mal apporter. Merci à vous, mes amis, pour l'analyse de ce match. On passe maintenant à la deuxième partie du podcast qui concerne le bilan d'Unai Emery. L'entraîneur du PSG, Unai Emery, a officiellement déclaré qu'il ne serait plus entraîneur du PSG la saison prochaine. C'est l'occasion pour nous de faire un bilan de ce qu'il a apporté, ce cher coach basque dans notre cœur au sein du club, mais également ce que vous auriez aimé peut-être qu'il fasse davantage et ce que vous regrettez. On va commencer par le positif. Pour résumer, Unai Emery, c'est 87 victoires, 14 nuls, 11 défaites, 7 trophées. Question pour vous, mes amis. Qu'est-ce que Unai Emery a apporté de positif au PSG, selon vous, Basto? Moi, je respecte déjà son professionnalisme et son intégrité du premier au dernier jour. Il a respecté le club de manière remarquable. Pour moi, ça impose vraiment le respect. D'ailleurs, les témoignages des joueurs depuis l'annonce de son départ sont plutôt très positifs. Encore hier, Cavani qui tend à rendre hommage à Emery sans qu'on lui pose la question sur ce sujet.
Et ça a été un des plus applaudis hier par le public parisien, nous qui était au stade, on l'a vu, son nom a été applaudi, et même si je pense que parmi les spectateurs, beaucoup l'ont critiqué durement, et à juste titre, mais malgré tout, on respecte et on a envie de lui souhaiter bonne chance. Donc voilà, il y a une large majorité des supporters qui ont ce sentiment-là, on ne va pas le pleurer, mais on peut que le remercier. Sinon, je pense que au niveau du jeu, on s'est quand même amélioré. On est un peu sorti de la léthargie dans laquelle on s'était installé. On a réussi, comme le dit lui-même Unai dans ses dernières interviews, on a réussi une transition à un jeu plus vertical. On a maintenant plus de cordes à notre arc, on sait faire plus de choses, on sait toujours avoir cette maîtrise, mais aussi jouer plus rapidement dans la verticalité. Il est arrivé, je pense, dans une équipe qui était installée dans une certaine zone de fort, pas forcément dû à son prédécesseur, mais aussi dû à la direction, ou l'absence de direction plutôt. Et il a essayé de bousculer ça, donc avec plus ou moins de réussite. Il a tenté de mettre fin à la gestion des stars. Je laisserai Drayas peut-être développer de ce point-là. Après, donc voilà, dans le jeu, il y a eu quelques périodes fortes. Je pense l'année dernière, les 6 derniers mois, si on oublie le 6-1 contre Barcelone, qui était plutôt très intéressante. On a eu une autre période cette année, entre octobre et janvier, avec notamment le milieu Rabiot, Marco Draxler, qui nous a laissé espérer des bonnes choses. Je pense que quand on a eu un niveau très haut, je pense par exemple au match aller contre Barcelone, au 5-1 Marseille, à la finale de Coupe de la Ligue l'année dernière, on a eu un niveau vraiment qu'on n'avait jamais égalé jusque-là. Donc il y a eu des bonnes choses niveau jeu, même si ça a été dire inégal. Après, je pense aussi qu'il a fait progresser certains joueurs qui ont au moins élargi leur package. Silva, qui depuis Madrid comprend enfin certaines choses. Je pense à Verratti, qui a cette capacité à plus accompagner les attaques, même si c'est encore pas tout à fait ça. Je pense à Kimpembe, qui a maintenant ce talent de casser les lignes balle au pied, à Cavani, qui participe plus au jeu, qui a notamment dépassé la barre des 10 passes décisives cette année pour la première fois de sa carrière. Donc il y a eu des bonnes choses sur certains joueurs. Je pense qu'il a vraiment aidé certains joueurs à se développer. Et ensuite, en autre point positif, cette volonté de structurer, de professionnaliser ce club, je pense qu'il a assez halluciné des manquements du club quand il est arrivé. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce qu'il y ait autant de manques. Et il a imploré pour avoir un véritable DS, il a déploré certains manques, il a essayé de combler cela toujours pour notre avantage, pour que Paris grandisse. Et je pense qu'il laisse un héritage à son successeur qui est plus important que celui qu'il avait trouvé lui en arrivant. Et après, une qualité qui est aussi un de ses gros défauts, qui est sa capacité d'adaptation. S'adapter, c'est bien quand c'est équilibré. Je pense que lui, j'y reviendrai plus tard, c'était malheureusement équilibré dans le mauvais sens du terme. Voilà en gros ce que j'ai aimé du passage d'Unai chez nous. Merci à toi, Basto. Drayas, qu'est-ce que tu retiens, toi, d'Unai Emery en positif? En positif, Basto a dit beaucoup de choses et ça a pu être des reformulations, sauf la partie où il m'a passé la main. J'avais noté que Unai avait une attitude qui était appréciée par tous et qui était appréciable. Alors certains supporters l'ont pris en grippe, mais au-delà de ces supporters qui l'ont pris en grippe, on constatait que la majorité des gens à qui il a rencontré des mains, à chaque fois, c'est des échos positifs, que ce soit chez les adversaires ou que ce soit chez les gens avec qui il a travaillé. Donc, comme disait Basto, c'est quelqu'un qui a su gagner le respect, peut-être pas l'admiration, mais par exemple, Basto faisait la liste assez juste des joueurs qui ont progressé sous sa coupelle. On peut constater un joueur, nous, on a peut-être l'impression qu'il a régressé, qui s'appelle Marquinhos, qui pourtant, ce joueur va dire et aller déclarer qu'il avait beaucoup progressé sous Unai Emery, donc on n'est pas sûr de savoir ce que ça veut dire, on n'est pas sûr de savoir comment le prendre, peut-être que ça va se traduire l'année prochaine, mais voilà, en tout cas, il était vraiment apprécié. J'insisterai sur juste son bilan comptable qui est mine de rien excellent. L'année dernière, effectivement, il perd le championnat de France, mais il a pour l'instant le deuxième meilleur bilan comptable du PSG et de l'histoire du PSG, juste en deuxième après la troisième saison de Blanc. Faut pas oublier qu'on parle d'une équipe qui était amputée de pas mal de ses stars, de pas mal de ses cadres qui n'avaient pas été remplacés. Et d'ailleurs, on peut constater que la deuxième partie de saison l'année dernière est peut-être la partie la plus aboutie de Unai Emery. Cette année, il a dû digérer des changements qui étaient peut-être un peu complexes, un petit peu complexes à la fois pour le club et pour lui. Mais pour la partie pour lui, on reviendra dessus dans ses défauts. Et c'était peut-être pas si simple. Comme disait Basto, j'ai beaucoup aimé la remise en question des acquis du coach précédent. C'est des acquis qui paraissaient quand même relativement installés au sein de l'effectif.
et les faire bouger n'a pas été si simple. Et donc, il y a ce fameux de ce remplacement de Thiago Silva par Presnel Kimpembe, qui, du point de vue du coach, est justifié par le fait de densifier l'axe gauche, densifier la capacité de la relance dans l'axe gauche de la défense. Mais moi, j'y ai vu tout autre chose. J'y ai vu la fin de la politique des divas. C'est-à-dire que maintenant, chaque joueur, potentiellement, il peut être mis sur le banc, indépendamment de ce que dira le président. On se souvient, on peut mettre ça en parallèle avec l'affaire Aurier, avec Laurent Blanc, où Aurier s'est retrouvé sur le banc. Unai Emery permet, juste par ce geste-là, à son successeur d'avoir un travail qui sera plus facile au sein du club. Merci à toi, Drayas. On passe maintenant à la deuxième partie du bilan d'Emery. Ce qui vous a déçu dans son bilan, dans ce qu'il a fait au PSG. Drayas, qu'est-ce que tu as moins aimé de la part du coach basque? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai l'impression que Basto voulait réagir sur avant. C'était juste une remarque. Ce qu'on disait sur Marquinhos, on ne voit pas forcément où il a progressé. Pour moi, il a progressé, enfin pas progressé dans le sens où il fait des meilleurs matchs que sous Blanc, mais dans le sens où il a on va dire, amélioré son package, il a des capacités en plus. On l'a surtout vu l'année dernière en deuxième partie de saison, c'est cette capacité à prendre l'espace, à faire 5-6 pas devant avec le ballon. Il le fait pas encore très bien, mais il le fait. Ouais, peut-être, mais cette saison, par contre, notamment la deuxième partie il y a 2 ans. Oui, mais il est peut-être trop installé après. Alors, donc les points négatifs. Alors là, parce qu'il y en a quand même. C'est assez paradoxal en fait. On est en train de découvrir quelque chose duquel on pouvait presque ne pas s'entendre. On a toujours grandi avec cette espèce d'impression que Unai Emery et le vestiaire, ça n'allait pas du tout ensemble, que c'était plein de conflits, plein de choses qui ne pouvaient pas se résoudre. Et pourtant, on voit les joueurs les uns après les autres venir dire Unai Emery m'a permis de progresser, m'a permis de me remettre en question, je remercie le coach et j'en passe et des meilleurs. Et du coup, c'est à se demander si c'est vraiment un coach qui manque de charisme ou si c'est juste un coach qui est limité. Parce que si il est suivi par les joueurs, c'est que le charisme, ce n'est pas ce qui lui manque, mais qu'il y a peut-être des limites dans la compréhension du jeu. Par exemple, une chose qui a été incroyable dans ces 2 ans d'exercice, c'est qu'il a été incapable de trouver une réponse au milieu. On a vu, comme Basto l'a dit, qu'on avait un embryon de quelque chose de cohérent de novembre à janvier avec la triplette Rabiot, Draxler, Verratti. Et non, dès qu'il a, il a changé ça, il a tâtonné. C'est pareil, on peut faire référence à la première saison, le tâtonnement avec les gardiens. Enfin, il y a plusieurs lignes où ça a vraiment été, délicat, très délicat. Ensuite, on peut aussi noter son incapacité à se remettre en cause. Alors, il a fait un petit peu mieux que l'interview qu'il a donnée à Daniel Riolo, une interview un petit peu plus récente, où il a envisagé un peu plus sa responsabilité, mais moi j'ai du mal à comprendre qu'un coach se vante du fait qu'un président vienne lui dire 1 an après « Ah, tu avais raison ». Enfin, c'est grosso merdo, si le président vient de dire ça 8 mois après, c'est que tu n'as pas fait ton taf le jour X, quoi. Parce que c'est que le jour X, tu étais censé faire comprendre qu'il y avait machin. Et se vanter de ça rajoute au côté limité qui apparaît un petit peu chez Unai Emery. Pour moi, il n'a pas les épaules pour entraîner un grand club, en fait. En termes de qualité, il peut s'appuyer, je trouve, sur des analyses qui sont solides de l'existant. Il est capable de séduire son monde, mais il n'est pas forcément capable de traduire ses analyses dans quelque chose de concret. On a l'impression qu'il est plus ballotté par les événements qu'il les maîtrise. Et enfin, j'ai envie de parler de ces changements. Combien de fois on a tilté de ces changements à la 76e? Alors, on peut parler de... Mais au-delà de ça, c'est son incapacité à la réaction qui a été profondément tiltante quand on voit au Real Madrid. Alors, tout le monde parle du changement de Meunier qui, pour moi, a été très bon. Mais c'est surtout 10 minutes après, quand Zidane fait rentrer Asensio et Vasquez et Unai Emery reste sur le banc comme ça, en train d'attendre. Donc au fond, si on fait le résumé, il a su apporter quelque chose au jeu qui était d'aller vers l'avant, mais il n'a jamais réussi à trouver la réponse au milieu. Il a foutu la merde chez les gardiens l'année dernière. Au niveau mental, peut-être qu'il avait les bonnes intuitions, mais il n'a jamais été capable de convaincre les gens, mais non seulement de ça, mais en plus il se vante du fait de ne pas avoir été capable de convaincre les gens, ce qui est assez incroyable.
Et enfin, il y a vraiment pas que du positif. Je pense que c'est un coach il est à mes yeux. Alors, on n'était pas censé parler de Laurent Blanc, mais maintenant la personne, donc on peut parler de Laurent Blanc. À mes yeux, c'est un, le suivant reprendra un club qu'il est beaucoup plus facile de reprendre après Laurent Blanc, mais Unai Emery était vraiment pas taillé pour le PSG. Merci à toi, Traias. Ça me met la larme à l'œil, autant de négativisme sur Emery que nous aimons tous. Basto, à toi de jouer. Ouais, j'ai plein de nouvelles choses à dire en plus, donc tu vas pouvoir aller chialer dans ton lit. Euh, Quand tu dis, par contre, juste avant de commencer dans le négatif, quand tu dis que Unai n'est peut-être pas fait pour un grand club, je pense plus qu'il n'est pas fait pour Paris. Parce que je le vois très bien à Napoli, Atlético Madrid ou Chelsea dans ces clubs-là, je le pense beaucoup plus performant. Puisqu'il a ce côté passionnel qui sera retranscrit dans ces clubs qui ont cette culture-là. Napoli n'est pas la Juve, l'Atlético n'est pas le Real ou le Barça. Non, bien sûr, mais par rapport à la dimension nationale, il y a les très bons clubs et il y a les grands clubs. Voilà. Bien sûr, mais il peut être de l'Acadie de Napoli. Bien sûr, mais pas forcément du Real, par exemple. Ok, oui, mais pas là. Ok, bah, on est d'accord là-dessus. C'est la notion du mot grand club qui était que j'ai mal compris. Donc moi en négatif, bah, déjà le bilan de la Ligue des Champions, même si c'est un peu compliqué quand on regarde le contexte, il a la malchance de jouer le Real, après c'est la manière dont on perd notamment le match retour. On n'oubliera pas le 6-1, même si on n'oubliera pas le 4-0. Et puis si on joue Barcelone, c'est aussi qu'on fait nul contre Ludogorets. Donc il y a eu quand même des ratés en Ligue des Champions, on avait recruté pour passer un cap là-dessus et force de constater que ça n'a pas été le cas. Après, il y avait un doute sur ce joueur quand Andreas dit que peut-être cet entraîneur était limité. C'est le cas, il y avait déjà des doutes. Au moment où il arrive, il y avait un gros doute, par exemple, c'est dans sa frilosité dans le jeu du milieu. C'est vrai qu'avec Valence, il avait mis Barara, Albelda, qui sont de profil défensif. À Séville, il avait mis Nzonzi Mbia, puis Nzonzi Krikoviak. Donc quand l'année dernière, il installe Matuidi, qui le met des fois il est gauche, ça m'étonne pas là-dessus. Il a ce côté paradoxal où il va prôner le beau jeu et en même temps avoir ce côté frileux dans la recherche du jeu. Donc il est assez déstabilisant là-dessus. Et c'est dommage, c'est que ce sentiment qui ne va pas au bout de ce qu'il veut. Quand il y a le milieu de Draxler, Albo, Verratti qui marche très bien, bah, il décide de revenir là-dessus au moment le plus important de la saison qui est le Real et de redensifier, même de faire des choix incompréhensibles avec Lo Celso aussi. On ne saura jamais la vérité là-dessus, je pense. Frilosité dans son coaching, comme l'a déjà dit Draias, avec un coaching qui a été souvent perdant. Pour moi, sa plus grosse erreur au PSG, c'est la sortie de Draxler pour Aurier l'année dernière à Barcelone, quand on mène 3-1. On redonne espoir à Barcelone à ce moment-là. Soit par son incapacité aussi à réagir rapidement quand le Real passe en 4-2 au match aller et que Unai est incapable de répondre à ça. Et d'ailleurs, dans son interview récente, il dit au match retour, au bout de 15 minutes contre le Real, je savais que c'était mort. Bah, pourquoi tu ne changes pas tout de suite? Pourquoi tu attends la 55e pour faire ton premier changement? Et là aussi, il a été tiltant. C'est qu'Emery attend énormément avant de réagir alors qu'il voit peut-être les problèmes. Donc pourquoi cette absence de réaction dans l'immédiat? Je ne sais pas, on ne le saura peut-être jamais. Au final, s'il y a eu des très bonnes périodes de jeu, il y a eu aussi pas mal de périodes avec un jeu assez basique. Il y a eu des super matchs dans la maîtrise, mais dans l'invention, ça faisait pas rêver. La conduction de balle qui est assez pauvre, des remontées de balles qui étaient basiques, des circuits de jeu préférentiels qu'on voit un peu partout. C'était bien fait, mais il n'y avait pas le génie derrière que j'ai envie de voir dans un club comme Paris. Sinon, il y a une autre chose que je ne comprends pas, c'est le décalage entre son discours et ses actes. Comment un coach qui se dit de Bielsa Guardiola et en même temps va nous expliquer que le milieu Matuidi, Marco Motta était très bon, qu'il n'y avait pas grand chose à changer ou qui va donner une totale confiance en Rabiot. Donc comment être fan de ces coachs-là et en même temps mettre des joueurs qui ont beaucoup de problèmes dans le jeu de position. C'est une incohérence de plus dans le discours d'Emery. Pareil, quand il dit qu'il veut, dans le futur, il dit dans son interview dans le média espagnol qu'il veut marquer de son empreinte ses victoires. Qu'il veut plus non seulement gagner, mais marquer de son empreinte. Donc en gros, il veut inventer quelque chose. Le moment où il serait le plus rapproché, c'est quand il met ce milieu Rabiot, Marco Draxler. On voit quelque chose de nouveau avec des joueurs qui n'ont plus vraiment de position, qui une espèce de pas de rôle prédéfini où il y a beaucoup de permutations, et il revient là-dessus. Bah, va jusqu'au bout de tes idées, mec, j'ai envie de lui dire. Autre décalage, par exemple, contre le Real au match retour, il dit faire rentrer Pastore car il pouvait à lui seul faire changer le match. Il dit ça d'un joueur
Donc il dit ça d'une individualité qui a été bannie du milieu depuis un an. Pas bannie de l'équipe, mais bannie du milieu. Et là, il le fait rentrer milieu en disant qu'il peut faire à ce poste basculer le match. Bah, pourquoi tu ne le tentes pas depuis un an? Il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, dans ce sens-là chez Unai, dans le décalage entre son discours et la réalité du terrain. Et enfin, j'en parlais dans ses points positifs, qui était l'adaptation. Bah, ce sera aussi dans mes points négatifs. Il n'a pas fait passer son message jusqu'au bout quand il dit que son discours agressif a convaincu seulement 50% des joueurs. Bah, ça me pose un double problème. Une, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à convaincre tout le groupe, ce qui est toujours problématique. Et deux, ça veut dire qu'il a fait marche arrière en donnant raison à ceux qui lui reprochaient. Il n'a pas voulu leur montrer qu'il pouvait y arriver. Il a fait machine arrière à ceux qui sont venus se plaindre que les entraînements étaient trop durs. Ça, c'était au tout début de son mandat. C'était en octobre 2016, après le match à Toulouse. Et il est de nouveau repassé au 4-3-3 qu'on connaissait tous sous blanc après ce match-là. Donc il est pas mort totalement avec ses idées. Il a toujours eu une situation, l'impression où il était sur une corde raide. Il ne savait pas s'il fallait aller jusqu'au bout de ses idées, s'adapter. Je pense que lui-même a été marqué et lui-même, je pense, a une déception là-dessus. Il dit dans son par exemple sur un truc tout bête où il dit que ce qu'il veut, c'est de nouveau s'agiter sur son banc, de nouveau vivre les émotions. Comme si à Paris, il se retenait dans tout ce qu'il pouvait exprimer. Et je pense que lui aussi est soulagé de partir du PSG. Puis-je rebondir sur quelques petits trucs, Jimmy? Allez, vas-y. Ben, déjà, quand tu vois, c'est à se demander, par exemple, quand il est à Séville, moi j'ai vu quelques matchs, mais pas tant que ça. Et je me souviens notamment avoir vu ce Séville-Liverpool. Mais les quelques matchs que j'ai vus, j'avais jamais été séduit par le côté flamboyant de ce Séville, mais j'avais été séduit par les réponses mentales, mais pas mentales, des réponses, enfin mentales, mais presque le côté organique du mental que ce Séville était capable d'apporter. Et au fond, il n'a pas forcément su exporter ça à Paris. Et du coup, il s'est retrouvé un peu à poil parce que Emery, c'est peut-être quelques connaissances du football, mais c'est ce côté-ça. C'est ce côté, c'est cette réaction mentale de je sais pas quoi qu'il n'a pas réussi à transcrire. Et quand il est sans ça, bah, il est un peu à poil. Et je voulais réagir sur deux choses qu'avait dit Basto. Quand il dit Lo Celso en 6, si justement il le justifie, il dit que c'est le meilleur joueur pour jouer au poste. Il a un Rabiot, on a vu ce que c'est Lo Celso en 6, on a vu hier encore ce que c'est Lo Celso en 8. De toute façon, il n'y avait pas besoin de faire de dessin. On sait que c'est un joueur qui jouait quasiment 10 quand il était à Rosario Central. Le poste de 10 n'existe plus en France, mais c'est pas en le mettant 6. Ou si tu le mets 6, tu joues en mode Pirlo, et dans ce cas-là, tu lui mets deux mecs musclés à côté. C'est absolument incohérent. Et enfin, il y a quelque chose, c'est que ce fameux milieu à 3 qui nous a séduit au mois de novembre, n'oublions pas qu'il survient pile au moment de la blessure de Mota. Et donc, là où Basto disait ah, mais t'as des visions qui sont sympas, va jusqu'au bout, c'était peut-être tout simplement même pas la vision d'Unai Emery en fait. C'était peut-être plus attends, merde, mon joueur clé, l'ossature du Paris Saint-Germain qui commençait déjà à être vieillissante parce que Mota c'est un joueur immense et quand il n'est pas pressé, je pense encore dans 5 ans, il sera encore capable de distiller des passes comme peu de joueurs sont capables d'en faire, mais dès qu'il est pressé, c'est catastrophique. Et dès qu'il se retrouvait sans ça, il était complètement perdu. Dès qu'il n'avait pas ses acquis, ok, ce joueur sait faire quelque chose, il y a plein de fois où il était. Mais c'est là aussi où il est incohérent. Après Madrid, il remet ce milieu avec Draxler. Ouais, pour le flinguer. Non, il met une saison. Oui, mais il met Monaco en finale. Ah, non, je te parle depuis l'élimination de Madrid. Mais c'est là aussi il y a une incohérence, c'est qu'il dit dans son interview qu'il veut jouer avec un 6, un 8, un 10, et qu'effectivement, tu as l'impression que c'est à la blessure de Mota qui le met vraiment en place. Pareil sur Lo Celso qui met en 6, il dit que c'était la meilleure solution. Et derrière, il dit aussi Rabiot, je le préfère en 6. Et après Madrid, je lui ai dit maintenant, il faut que tu joues 6. Après Madrid. Il s'est adapté à Rabiot pour Real et qu'après, non. Enfin, En gros, il a un discours à moitié Bielsa, mais pas vraiment. Et il a une réalisation qui est sauvegardiste, où il a besoin d'avoir ses canons et sinon il est un peu perdu. En fait, je pense il a du mal des fois quand même. C'est là où Unai a peut-être besoin d'avoir le contrôle total et donc un club avec moins d'individualité forte pour pouvoir faire ce qu'il veut. Mais encore une fois, quand il était assez, encore une fois, et j'insiste parce que moi je me permettais pas de juger Séville. Pourquoi? Parce que j'avais vu 5-6 matchs de Séville et je sais très bien qu'en 5-6 matchs je peux pas avoir une idée. Mais maintenant que je l'ai vu à Paris, je peux peut-être avoir un petit peu plus une idée. Et les fois où j'ai vu ce Séville beau, c'était dans des réactions mentales. Mais j'ai jamais vu ce Séville bien joué. Mais parce qu'il s'est adapté à cette équipe. Mais oui,
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tout de suite, tu étais en train de dire que ce coach a peut-être besoin d'être dans un club où il a le contrôle total, où il peut choisir ses joueurs. Mais à Séville, c'était le cas. Tu avais Monchi qui était directeur sportif et tu avais lui qui prenait les joueurs et il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. Je t'explique comment ça se passe. Il arrive à Séville. En cours de saison, c'était Michel, l'entraîneur Séville, celui qui a été catastrophique à Marseille. Il récupère le club qui est en lambeau, qui est 16e, je crois, de Liga. Les premiers matchs, il tente de jouer vraiment avec 5 ou 6 offensifs. Ça marche pas, ça passe pas. Et là, d'un coup, il passe à ce 4-2-3-1 avec double pivot, ce qui n'est pas forcément une idée qu'il aime, il l'a déjà dit, ce double pivot. Ça commence à marcher avec l'aide de Carcedo. Ça marche. Il gagne l'Europa en fin de saison, il se replace 6e. Ça marche, donc il continue à acheter des joueurs dans le système. Ça a marché, donc il change à ce moment. À Valence, c'était différent. Almeria, c'était différent. Dans tous les clubs où il est, ça a été différent. Au bout de 3 ans, s'il y a un système que tu n'aimes vraiment pas, tu peux quand même te dire que, tiens, si c'est le coach n'aime vraiment pas le système et croit vraiment, laisse-moi finir, que le coach croit vraiment que bien jouer, c'est de cette manière-là, tu peux t'attendre qu'au bout de 3 ans, il ait dit au directeur sportif, tiens, j'aimerais peut-être plutôt ce profil et évoluer dans une direction. Ce Séville est resté l'équipe du 4-2-3-1, etc., etc. Ce que tu étais en train d'écrire, et ce Séville n'a pas su évoluer. Et peut-être qu'il n'avait pas besoin d'évoluer parce qu'il était capable de gagner des Ligues Europa. Mais dès qu'il n'est pas dans certains canons, moi j'ai l'impression qu'il est complètement du père. Il dit pas qu'il n'aime pas ce système, il dit que c'est pas forcément son système préféré, mais que c'était le système avec ses joueurs phares, notamment qui étaient Banega, ou son attaquant de pointe qui était Carlos Bacca, ou les latéraux, c'était vraiment le meilleur système pour ses joueurs forts. Donc c'était mettre en valeur ses joueurs forts. Et à l'arrivée, il a eu le résultat là-bas. Après, il y a un autre point qu'on n'a pas dit, c'est la gestion du Unai. Alors, il y en a beaucoup qui lui reprochent énormément. Pour moi, je suis assez neutre là-dessus. Je ne pense pas qu'il ait si mal géré que ça, son groupe. On parlait des gardiens l'année dernière, et encore là-dessus, il y a des choses à dire. Mais pour moi, il n'a pas eu une gestion cataclysmique, comme on peut le dire. Il y a des choses à dire sur les gardiens et sur Lo Celso, là où il a une très bonne gestion. Par contre, une fois qu'il a commencé à le faire jouer, en essayant à tout prix de le faire entrer dans une boîte de 6 pour protéger Rabiot, tu peux te poser la question de cette gestion. Poser la question de la gestion à ce moment. Et oui, et c'est un résumé d'Emery à Paris, cette gestion de Lo Celso, en quelque sorte. Il y a de ça. Bien pour le début, bien pour l'analyse de ce qu'il faut. Et une fois qu'il s'agit de réaliser, il y a des bugs de partout. Ouais, un coach mystérieux. Merci à vous, mes amis. Moi, je vois ça comme ça. Je vois un peu Emery comme un entraîneur de transition. Où Laurent Blanc, je trouve qu'il a fait beaucoup de mal au sein du vestiaire et il a peut-être laissé trop de cordes aux joueurs. Et je pense que même si Emery n'a pas eu les résultats peut-être qu'on attendait, on va dire qu'il a passé la tondeuse sur le gazon et que le prochain coach a tout pour réussir au PSG. Laurent Blanc n'était peut-être pas le seul responsable de la situation. Oui, bien sûr. Le staff y est sans doute pour tout également. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, mes amis, pour cette longue analyse du bilan d'Unai Emery. Il nous manquera un peu quand même. Basto, il te manquera un peu. Je ne pleurerai pas. Après je regarderai sa future équipe et je serai toujours reconnaissant de son passage chez nous. Dreyas, il va te manquer, Dreyas. Il va pas me manquer. J'ai de l'affection pour lui, j'ai du respect pour lui. Mais son histoire avec Paris, je pense qu'il, comme tu viens de le dire, en fait, je pense qu'il a une utilité. Je pense qu'il a mieux préparé le terrain pour son successeur que son prédécesseur l'avait fait. Mais dans la réalisation, c'était pas ça. On a vu un grand Paris, je pense, en deuxième partie de la saison passée, alors qu'on avait une équipe qui était plus faible. Là encore, tu vois, il y a 2 joueurs majeurs qui arrivent et tu te souviens de Carlo Ancelotti, tu mets 2 joueurs majeurs dans les pattes de Carlo Ancelotti, il va savoir faire. Emery, quelque part, l'arrivée de 2 joueurs majeurs a cassé ce qu'il avait construit l'année dernière et il a dû reconstruire. Il va pas manquer. J'ai du respect pour lui. Je n'utiliserai jamais de mots doux le concernant. J'en parlerai avec respect. Mais l'aventure se clôt et passons à autre chose. Après, c'était nouveau des joueurs majeurs qui arrivent. C'était la première. Carlo, il a été à la Juve. C'était une expérience. Peut-être, mais il a vraiment pas su gérer. En tout cas, on close ce chapitre et on close cette partie du podcast et on va passer à la dernière partie qui concerne l'affaire Meunier, la fameuse. On vous a pas entendu sur cette affaire et on va y revenir rapidement. Pour résumer l'affaire pour les auditeurs très éloignés des réseaux sociaux, Meunier a liké un tifo de l'OM, le club rival donc du PSG, qu'ils avaient affiché lors de leur demi-finale d'Europa League. On a fait des articles sur le site du Club Paname, leclubpaname.fr, que je vous invite à visiter, beaucoup de qualité et de belles plumes.
L'affaire a été d'assez grande ampleur. Le Cup, il a sifflé Meunier. Meunier ne s'est pas excusé. Il a refusé d'en parler quand on l'a interrogé sur ce sujet. Je vous pose la question à vous, messieurs. Est-ce que vous en voulez à Meunier pour ce geste, pour avoir liké le tifo? Basto, est-ce que tu es triste? Je n'en veux pas, je suis pas triste, un peu consterné de l'ampleur qu'a pris cette affaire qui aurait dû se régler en l'espace de 24 heures. Pour moi, voilà, qu'il a qu'un tifo de Marseille, c'est une maladresse, c'est pas une erreur, c'est pas une honte, c'est une maladresse. Voilà, on a tous aimé la ferveur de Marseille, même s'il faut pas le dire, chut, ce soir-là contre Salzbourg, mais voilà, l'ampleur que ça a pris, derrière, il y a des menaces. Non, pas toi, je sais. J'ai dit chut, faut pas le dire. Des menaces, sa famille reçoit des menaces. Je sais que il avait fait un tweet pour rendre hommage à un ancien éducateur décédé. Sur ce tweet-là, il prend aussi des insultes, donc il réagit avec un communiqué qui encore une fois est maladroit, alors qu'il veut s'adresser à ces personnes qui l'ont insulté, et il y en a qui l'ont reproché de ne pas s'être excusé pour ceux qui avaient pu être touchés et qui n'avaient pas été dans l'insulte. Et ensuite, c'est parti un peu en vrille avec ce communiqué du Cup. Et puis la dernière déclaration après le dernier match à Amiens, où il y a eu là une énorme incompréhension, je pense. Puisque pour Meunier, de son point de vue de joueur, il n'a pas le même point de vue que nous. Le Cup est le seul groupe présent allié au PSG. Donc, c'était le représentant de nous, les supporters. Et quand il parlait des supporters lambda, c'était ceux qui l'avaient insulté, et non pas tous ceux qui sont sur Twitter, évidemment. Et il y en a qui l'ont une nouvelle fois pris pour eux. Et donc, je pense que c'est plus un ensemble de maladresses et d'incompréhensions qui ont fait qu'une histoire banale s'est transformée en micro-drame. Merci à toi, Bastodreas. Est-ce que tu es d'accord? Déjà, je veux réagir sur le. Je l'ai vu, ça a été littéralement. Ah merde, ils sont en train de se faire bien voir en Europe. Voilà. C'est-à-dire que c'est une manière peut-être de dire que le tifo était pas mal, que l'ambiance était pas mal, mais ça me faisait plus chier qu'autre chose. Mais c'est mon côté, j'aime pas Marseille, blablabla, etc. Donc sur Meunier, le like, moi déjà j'en ai appris, je l'ai appris peut-être 2 jours après tout le monde. Ça m'a à peine fait quelque chose. Par contre, j'ai été un tout petit peu plus sévère que Basto sur le droit de réponse que s'est accordé Meunier. Il a raison, il se défend des insultes qu'il a reçues, mais il dit sur la remarque, je n'ai de leçon à recevoir de personne, allez tous vous faire foutre. Il n'utilise pas les mots allez tous vous faire foutre, mais grosso merdo, c'est le message. Et j'ai trouvé ce droit de réponse extrêmement maladroit. Là où le tifo n'était qu'une légère maladresse, il en a rajouté une couche. Et après, il s'est fait siffler, et plus, à mon avis, par rapport à cette réponse que par rapport au like, il faut le préciser, il s'est fait siffler par le Cup à juste titre. Et là, effectivement, et je rejoins Basto là-dessus, c'est une maladresse, hein, c'est son dernier message donc, aux Parisiens où il dit je ne m'exprimerai plus dessus, etc. Donc, je n'ai de compte encore une fois à rendre à personne, et je ne m'expliquerai qu'auprès des gens du Cup, faisant l'amalgame entre Cup et supporters, et c'est tout à fait compréhensible que des gens l'aient mal pris. Et il y a des gens, à mon avis, très raisonnables qui l'ont mal pris, et c'est parfaitement compréhensible, et ces gens-là, Meunier les a partiellement perdus. Maintenant, moi, je pense sur l'affaire que Meunier a fait preuve d'une maladresse assez grande, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Il est temps de passer à autre chose. Les sifflets étaient parfaitement normal, logique, et il a payé, en fait, il a payé pour sa maladresse, normaux. Il a payé pour sa maladresse. Maintenant, passons à autre chose. C'est un joueur qui est spontané, qui, quand il est sur le terrain, ne se cache pas. Il faut noter d'ailleurs que quand il est rentré après les sifflets, il a fait une entrée qui était où il a mis une énergie qu'on voit. Enfin, d'une manière générale, c'est pas un joueur qui se cache, c'est un joueur qui donne toujours. Mais il en a fait là où d'habitude il est à 110%, tout à coup il était à 130%. Et voilà. Et c'est un joueur généreux qui est détesté par beaucoup, mais qu'à titre personnel j'affectionne. Donc passons à autre chose. C'est l'eau a coulé sous les ponts. Ce n'était somme toute qu'une affaire de maladresse, et passons à autre chose. Une petite remarque finale. Hier, ils attendaient tous que Meunier se fasse une sifflet. Les médias étaient à l'affût et ont même menti au journal de l'équipe ce matin en disant que Meunier avait été sifflé à l'annonce de compo des équipes, alors que c'était le président Macron qui était sifflé par le Cup. Et d'ailleurs, quand Meunier est rentré, il n'a plus sifflé. Donc cette histoire est déjà oubliée pour une partie. Et on peut le dire, oui, en étant au stade, en fait, c'est juste que les sifflets ont survenu à un moment où le nom de Meunier n'était pas annoncé. Les titulaires encore. Pas annoncé les titulaires. Enfin, ça avait.
ça avait rien à voir. Et donc, ça a été sifflé. C'était le moment où Macron est rentré sur le terrain et qui ont été suivis par des Marseillais en tentacule qui étaient à destination de Mais Macron bon, et non pas de Munich. l'équipe avait envie de faire un petit article, l'affaire n'est pas finie. Ça, c'est Le voilà, drame c'est continue. l'équipe qui continue à faire son travail de désinformation. On a l'habitude. Eh Voilà. bien, c'est sur ces beaux mots, mes amis, qu'on va clôturer ce podcast. Beaucoup de plaisir. Je vous remercie de nous avoir écoutés aussi longuement. On va remercier aussi nos fameuses analyses du soir. Basto, merci à toi. Merci à vous. Dryas, merci à toi. Merci Jimmy, ciao tout le monde. Et je vous invite tous à aller sur le site leclubpaname.fr, plein d'articles. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter et on sera ravis de débattre avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine fois. Ciao. Ciao.